Voilà, nous revenons sur le sujet de spécial Crépole. Je suis très content, je reçois Daniel Conversano, qui se fait un peu rare dans nos médias et j'aimerais vraiment le voir plus souvent. Moi, j'aime beaucoup Daniel Conversano, même si il a dit que j'étais souverainiste. Il a dit deux gros mots sur moi, que j'étais souverainiste et assimilationniste, donc j'ai pas compris. Mais bon, je l'aime bien quand même, hein, voilà, donc... Bah, est-ce que c'est faux? Bah, c'est faux, oui. C'est faux, Ah bon. mais bon, c'est pas grave, Ah, hein. d'accord. C'est la vie, bon, D'accord, c'est bah, comme ça. Tant mieux. Voilà, donc je suis pas souverainiste. Bon, moi j'aime pas trop ça d'ailleurs, même si j'en ai un en face de moi et que c'est mon pote. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je suis pote avec les souverainistes, Bon, c'est vrai. Mais ils ont eu Ouais. un combat commun avec moi. C'est celui des mesures sanitaires. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout en fait. Bon, mais bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est un aujourd'hui, on est là pour rassembler parce que je crois Voilà, que identitaire, totalement. souverainiste ou ce qu'on veut, ce qui s'est passé à Crépole a mis toute la droite d'accord et je pense que on est là pour parler Mais- de ça et c'est vrai que c'est Ben justement, affligeant. j'ai l'impression que Crépole, c'est le meurtre ou l'assassinat de trop. c'est toujours difficile à dire, mais c'est vrai que je réfléchissais là-dessus justement. On n'est pas égaux face à nos réactions. Certains, par exemple, en fait, se sont engagés, ont changé d'idée après le Bataclan. D'autres, c'est après la mort de Samuel Paty. Et pour beaucoup, ça va être avec Thomas. Il y a une combinaison de choses. Je dirais, il y en a plusieurs, mais je vais en citer deux. La première, c'est qu'on a su quelques jours après la mort de ce jeune homme que c'était un nationaliste. Et mine de rien, nous sommes, je crois, pour la plupart ici nationalistes, et ça nous fait mal au cœur de savoir que, eh bien, la barbarie est tombée sur l'un des nôtres. On va dire ça comme ça. Ça fait plus mal. Il faut être honnête. Et puis il y a autre chose. Je pense que pour beaucoup de Français, l'idée de vivre en village était comme une respiration. C'est-à-dire beaucoup de gens qui en ont marre de vivre en ville se disaient tiens, un jour, si j'en ai vraiment plus qu'assez, si ça devient trop chaud, si c'est la guerre civile, eh bien, j'irai habiter dans un village. Voilà, il y a des mauvais côtés, mais il y en a des bons, comme la sécurité. Eh bien, on voit maintenant que même dans un village, on n'est pas forcément en sécurité en France. Et ça fait mal au cœur, ça fait mal à l'âme. Oui, parce que ouais, dans ce village, mais en réalité, on le voit, on voit les nouvelles, on a par exemple F de Souche qui écrit tous les faits divers, enfin tous les meurtres, tout ce qui se passe en France, et on le voit. Toute la France en réalité est touchée et ces attaques au couteau, bon, il y a Thomas certes, mais c'est quasiment tous les jours en fait. Ah oui, oui, c'est tous les jours. D'ailleurs, il y a des dizaines, voire même des centaines d'agressions au couteau. Après, elles sont pas toutes gravissimes, mais elles existent en France. Et puis alors, ça n'a pas de rapport direct avec Ripoll, mais je te dis à le signaler. Moi, ce qui m'effraie depuis environ 2 ans, c'est l'augmentation des agressions envers les personnes âgées de la part de migrants. Ça devient, pardonnez-moi l'expression, mais quasiment une mode. Donc en fait, ils repèrent les femmes âgées qui vivent seules. Ils viennent, désolé d'effrayer peut-être les personnes d'un certain âge qui écoutent en ce moment même, mais c'est le cas. Ils entrent dans les maisons par effraction, ils violent et parfois ils tuent. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et ça se passe en France. Et c'est Surtout qu'on nous a dit cette fameuse légende, comme quoi ces migrants venus d'ailleurs étaient respectueux de nos aînés. En fait, c'est faux. Oui, et puis alors, il y a quelques jours, j'ai échangé avec Grégory Rouze, qui est un ami nationaliste qu'on salue. Et que nous aimons beaucoup aussi, et nous le ferons venir à Radio Courtoisie, parce que lui aussi, il est un peu trop absent, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est un peu la malédiction aussi des gens qui n'habitent pas à Paris. Il faut le reconnaître. Lui, il habite dans le sud de la France. Et Ah ben là, vous êtes en Roumanie. vous On vous amène de Roumanie, vous voyez. Et vous viendrez d'ailleurs ça, physiquement. J'espère que vous viendrez physiquement. Et là, vous vous engagez à venir physiquement à Courtoisie. Bah pourquoi je viendrais pas avec plaisir. Je voilà. suis content d'être invité. Allez-y. Bien sûr. Mais donc Greg me dit un truc qui est tellement évident qu'on n'y pense pas, c'est que les migrants qui arrivent, pour la plupart, n'ont pas leur papier en règle, voire même n'ont pas leur papier. Donc non seulement on accueille des gens qui viennent d'un autre continent, donc déjà on peut se poser la question pourquoi on accueille autant de ces gens-là, mais en plus on ne sait pas qui ils sont. Enfin, je veux dire, ces gens peuvent être des gens qui viennent du Congo, d'Algérie ou d'Éthiopie, peu importe, du Nigeria. Ça peut être des criminels chez eux. Ils arrivent à Lampedusa, on ne connaît pas leur passé, et après ils sont déversés comme ça dans des pays comme la France ou l'Allemagne. Donc la raison pour laquelle, si vous voulez mon avis, eh bien on a beaucoup de migrants qui se rendent coupables de crimes, c'est parce que chez eux ils étaient eux-mêmes des criminels, à mon avis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils en partent. Donc on accueille vraiment toute la Ligue de l'humanité, c'est un fait. Oui, parce que le pire, c'est que
il y a des immigrations partout, pourquoi pas. Mais le pire, c'est que nous n'avons pas les meilleurs de l'immigration. Nous avons, en gros, voilà, comme vous venez de dire, la lie de chez eux déjà. C'est-à-dire que des gens que leur propre pays ne veulent pas. Bien sûr. Mais vous savez, cette question, elle est intéressante parce que souvent, les gens de droite sont vus comme des gens anti-immigrés, anti-immigration. En fait, cette ligne, c'est toujours un horizon parce que dans les pays, il y a toujours de l'immigration. Il y a toujours des étudiants, il y a toujours des échanges, il y a toujours des phases de l'histoire où un pays a besoin d'immigration. Mais ce qui est vraiment particulier en France, pour citer quelques points, c'est la quantité. Donc, on peut nous dire il y a besoin d'immigration de travail dans tel ou tel secteur, mais rien ne justifie 400 000 ou 500 000 entrées par an. Autrefois, c'était 200 000, c'était déjà énorme. Maintenant, c'est 400, 500 000. Comme on vient de le dire, on n'accueille pas l'élite de ces pays-là, très très loin de là. Contrairement par exemple à un pays comme les États-Unis où l'immigration chaque année concerne, par exemple, ils vont faire venir beaucoup d'Indiens, mais ça va être une élite indienne, des gens qui maîtrisent les mathématiques, la physique, qui peuvent apporter une plus-value au pays. Et puis alors la dernière chose, c'est que le socialisme, ça va 5 minutes, mais le nombre d'aides qui sont proposées aux étrangers en France est cosmique et incroyable. Et je peux vous assurer que ça se sait. Et ça, je dirais, c'est peut-être les mauvais côtés d'Internet, c'est qu'aujourd'hui, les Moyen-Orientaux et les Africains savent à quoi ils ont droit en étant étrangers, en débarquant en France de nulle part. Et ça, c'est vraiment, à ma connaissance, la France est le seul pays qui offre autant d'aide à des gens qui ne travaillent pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit changer. On a aussi des influenceurs de la diversité qui font des TikTok et des YouTube pour expliquer comment avoir des papiers, comment avoir telle ou telle allocation, tel ou tel ceci. Et d'ailleurs, ces influenceurs de la diversité ne sont pas censurés par YouTube, et TikTok et compagnie. Oui, ils ont le droit de faire leur propagande, effectivement, mais quelque part, ils font leur part pour leur communauté, mais le problème, c'est que nous, on laisse faire et que l'État laisse faire ça. Mais justement, le vrai problème, c'est l'État. Justement, oui, c'est l'État, certes. De toute façon, l'État n'est jamais là pour les gens. Il est là contre les gens. Ça c'est quelque chose. Voilà, déjà un truc qui me différencie des souverainistes. Moi, j'aime pas trop l'État. Je suis quand même assez libéral. Bon, donc les souverainistes adorent l'État. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. C'est aussi à nous, je pense, peuple, de faire les choses. Moi, tout le monde le sait ici, je suis polonais. En Pologne, moi je le vois, il y a un peu d'immigration. Faut pas dire qu'il y a zéro immigration, mais les immigrés, ils filent droit, quoi. Je veux dire, ils rasent les murs presque, quasiment. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il y a un peuple derrière qui est fort et qui ne laissera pas faire. Aujourd'hui, est-ce que nous, justement, on est encore un peuple fort ? En France. La réponse à cette question est difficile. Il faut quand même pas oublier qu'il y a une semaine, on a une centaine de jeunes nationalistes qui sont allés donner de la voix dans la cité d'où venaient les criminels de Crépol. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de gens courageux en France. Oui, mais une centaine, c'est pas beaucoup. Certes, mais en fait, il faut pas partir du principe que tous les Français sont pas capables de se révolter. Et il faut mettre en avant aussi quelque chose, c'est l'intensité de la répression, le degré de répression des manifestations nationalistes de la part de l'État. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ces gens-là n'ont même pas été violents, et simplement parce qu'ils défilaient avec des banderoles, des fumigènes, parce qu'ils ont collé des affiches à l'effigie de Thomas. Et bien, certains ont fini en garde à vue, ont été perquisitionnés. C'est vraiment quelque chose. Tout est fait pour couper les jambes de ceux qui veulent agir. Maintenant, là où je rejoins vos propos, c'est que moi, la lâcheté, je dirais, dans le camp national, on peut pas dire qu'il y ait une. Enfin, je veux dire, le camp national fait ce qu'il faut, on vote bien, on pense bien, on essaye sur Internet de développer des idées. Mais au sein de la société française, il y a quand même une lâcheté. C'est-à-dire que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui votent Marine Le Pen et ces gens, on ne les voit pas. C'est-à-dire, on ne sait pas qui ils sont. Ils n'en parlent pas à la machine à café, au bureau. Alors, ils ont toujours 1000 raisons, 1000 justifications pour ça. Mais le fait est qu'on n'avancera pas quand au moins, moi je ne parle pas de manifestations violentes, mais au moins assumer ses idées, je pense que c'est une étape nécessaire pour faire changer les choses en profondeur. Et tant que les Français du quotidien, je ne parle pas des militants, n'auront pas ce courage-là, ça sera difficile de faire avancer nos idées. On va parler de Crépol, mais là, je pense qu'on tient quelque chose et c'est bien de l'approfondir. Alors, n'hésitez pas, chers amis auditeurs, à
envoyez vos questions à Daniel Conversano. C'est pas tous les jours qu'il vient, donc c'est important qu'il ait aussi vos réactions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Patrice est là au standard et il m'apportera tout ça, bien évidemment. Mais non, vous avez totalement raison. Malgré tout, là j'ai un petit désaccord avec vous. J'ai l'impression quand même que en France, on est très très anti-raciste. Je pense même qu'on est le pays le moins raciste du monde. Mais vraiment, je le dis très sincèrement là pour le coup. Parce que dans d'autres pays, des Bataclan, etc., bon bah il y aurait eu quelques conséquences. Je pense qu'il y aurait eu quelques conséquences. Mais bon, en France, on est dans les bougies, les cœurs avec les doigts et les vous n'aurez pas ma haine. Bon, très bien. Est-ce que justement ce côté-là fait que en réalité, le combat nationaliste n'est pas perdu d'avance? Ah non, je crois pas. Je crois pas. Rien n'est jamais perdu. Il est toujours raisonnable d'être optimiste parce que c'est la seule voie pour s'en sortir. Et puis, tout simplement, il y a un marqueur qui est les scores aux élections. Alors certes, le pouvoir appartient aux cosmopolites actuellement, mais mécaniquement, le RN monte à chaque élection. Zemmour, quoi qu'on en dise, a fait un bon score avec une ligne qui était très clivante. Il est arrivé, il n'a pas le grand placement sans arrêt, il a parlé de remigration, même à la fin. C'était osé, il a fait 7%, plusieurs millions d'électeurs. Non, il y a quand même il y a un ras-le-bol général qui est peu visible dans la société parce que les gens ont cette hypocrisie ou cette petite lâcheté qui fait qu'ils ne veulent pas se mettre en avant parce que c'est très mal vu de penser à droite. Mais ils n'en pensent pas moins au fond d'eux-mêmes. Et puis de toute façon, la réaction à l'immigration, elle existe. Hein, c'est ce qu'on appelle le white flight. Alors, je sais pas, à une époque, sur Radio Courtoisie, on devait pas. C'est toujours le cas, donc c'est toujours le cas. Faudra faire un virement. Voilà, faudra faire un virement à Radio Courtoisie. Ok, je mettrai une pièce dans le petit cochon. Le white flight, c'est le départ des blancs vers des zones plus blanches. Voilà, donc au sein de la France. On pourrait se dire que moi, ce vol blanc, je l'ai fait puisque je suis allé en Roumanie, mais d'autres le font en France. C'est le même procédé. En fait, partent de Paris pour aller dans des zones plus préservées. Donc en fait, les gens le font malgré tout. Non, moi je reste confiant. Les choses changent. On a un pays comme la Suède qui était très très à gauche, qui a basculé à droite rapidement en quelques années. Ce qui arrive ailleurs peut arriver en France. Mais vous savez pourquoi je vous dis ça? Allez-y, finissez. Non, pour terminer, ce qui est clair, c'est que je suis d'accord sur le fait que la France est probablement le pays le plus antiraciste, au moins d'Europe, ça c'est clair, et probablement du monde. Et le paradoxe, mais là je dirais on est plus dans le domaine de la psychologie que dans la politique, c'est que plus vous êtes gentil, et ça les gens le savent bien, les auditeurs le savent, quand on est trop gentil dans la vie, on se fait marcher dessus. Et à l'échelle d'une nation, c'est la même chose. Une nation qui est trop gentille, paradoxalement, qui est trop antiraciste, les étrangers hostiles, ceux qui sont hostiles, en tout cas parmi les étrangers, vont profiter de cela et traiter les Français de racistes parce qu'ils savent que ça leur fait mal et qu'ils savent qu'ils réagissent. Paradoxalement, dans des pays comme celui où je vis, la Roumanie, ou dans d'autres pays comme la Russie ou la Pologne, on pourrait dire que dans leur comportement, beaucoup de gens sont racistes et eux ne sont pas traités de racistes par toutes ces nations-là, par l'Algérie, par le Maroc et par d'autres. Tout simplement parce que quand vous vous faites respecter, on n'ose pas en fait vous accuser de quoi que ce soit. Donc, je suis navré de dire ça comme ça, mais la France est devenue un paillasson et il faut que ça change. Ça nous fait du mal à nous-mêmes, je dirais même à un niveau de dignité. Là, la situation, elle est indigne, il faut réagir. Mais en fait, il y a une chose, c'est pas que la France n'est que antiraciste. Souvent, on me dit, oui, il faut un Donald Trump français. Ok, oui, il faut un Donald Trump français. Bon, qui n'existe pas. Mais si demain, un Français, pour une présidentielle, parle comme Donald Trump, notre propre camp dira « Ah oui, quand même, il exagère. » Tiens, je vais vous donner l'anecdote, cher Daniel. J'ai été invité par les amis de Reconquête Seine-Saint-Denis, qui nous écoutent, et je les salue. Et donc, je suis allé à Pantin, et il y avait Nicolas Bay ce jour-là, et les militants de Reconquête, pas les militants du PS ou je ne sais quoi, m'ont dit ouais, quand même, Zemmour, il exagère avec l'islam, il devrait utiliser d'autres sujets. Donc ça, en fait, je trouve
je ne sais pas ce que vous en pensez, cher Daniel, le public français aurait été très politiquement correct. Est-ce que ça, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je suis parfaitement d'accord. En fait, notre Trump français, c'était Zemmour et il n'est pas passé. Alors, bon, Trump avait et il est vachement plus politiquement correct que Zemmour, hein. Ouais. Que Trump, pardon. Oui, j'avais compris. Après, Trump a peut-être un charisme que Zemmour n'a pas forcément. Après, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur la radicalité décontractée, Zemmour était au rendez-vous, mais le peuple ne l'a pas été, en tout cas pas en majorité. Et il y a une expression qu'on entend souvent dans les débats, dans les analyses politiques, c'est une élection se gagne au centre. Mais je crois que c'est vrai. Hein. Je crois que c'est bien. En tout cas dans les propos, les Français aiment les discours rassurants. Et je tiens à dire quelque chose. J'étais très critique de Marine Le Pen il y a encore 4 ou 5 ans. Et il me semble avoir compris que Marine Le Pen a tout simplement mieux compris les Français que beaucoup de gens à droite. Marine Le Pen a compris que pour éventuellement gagner un jour, il fallait vraiment normaliser son discours, le dédiaboliser à fond, changer d'image. Et il faut reconnaître qu'elle est en train de réussir son pari. Alors après, la question est de savoir si une fois au pouvoir, elle pourrait changer les choses en profondeur. Nul ne le sait. En tout cas, ça peut pas être pire que Macron. Justement, j'ai l'impression que vous-même, vous avez compris cela. Et vous-même, cher Daniel, entre l'époque où on s'est connus, on a débattu l'un contre l'autre en 2018 et aujourd'hui, vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin. Oui, mais je dirais pas la chose comme ça. J'ai vraiment changé. Voilà, quand on avait débattu, je me rappelle sur le plateau du regretté Tepa, je n'avais pas encore 30 ans. Quoique si je venais de les avoir, mais bon, je venais d'avoir un enfant et maintenant j'ai 2 enfants, je suis un daron. Je me suis expatrié. L'expatriation m'a aussi beaucoup apaisé. Et alors, je dirais aussi que la perspective de pouvoir gagner grâce aux élections, qui semblait complètement lunaire il y a 10 ans, aujourd'hui paraît beaucoup moins stupide que ça. Et donc, il y a 10 ans, forcément, j'étais plutôt porté vers la radicalité parce que je pensais qu'il n'y avait que la métapolitique qui pouvait exister en France. Donc j'étais dans une démarche, on va dire, quasi révolutionnaire. Aujourd'hui, je me rends compte que en fait, en suivant l'actualité d'autres pays européens, je me suis rendu compte que les choses pouvaient changer tout en restant dans un processus, on va dire, démocratique. Donc si ça s'est passé ailleurs, ça peut aussi se passer en France. La différence, c'est que la France a commencé l'immigration de masse avant d'autres pays européens et avec beaucoup plus, on va dire, d'intensité. En volume, il y a énormément d'immigration. Donc là, c'est très, très compliqué. On va vraiment vivre une période d'histoire très compliquée, là, de 15-20 ans, où tout va se jouer. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que, tout simplement, le nombre d'étrangers ou d'enfants d'étrangers en France, c'est considérable par rapport à d'autres pays. Donc, comme je vous disais, il y a eu des réactions. Il y a des pays qui étaient à gauche qui sont passés à droite, alors notamment beaucoup de pays scandinaves. La Suède, la Finlande, le Danemark, c'est un petit peu différent parce que le Danemark est à gauche, mais la gauche danoise est plutôt anti-immigré. Bon, c'est quelque chose qu'on connaît en France. Mais ces peuples-là, certes, avaient des immigrés dans leur pays, mais le processus d'immigration de masse, d'installation, chez eux a commencé, on va dire, dans les années 90 et les années 2000, alors qu'en France, il a commencé dans les années 70 et il a continué depuis les années 70. Et avec le regroupement familial, le choix en fait des immigrés, tout simplement le choix de faire venir beaucoup de Maghrébins notamment, ça a islamisé le pays en profondeur. Et donc aujourd'hui, on a tout simplement des masses électorales qui ne sont pas, je vais le dire tout net, qui ne sont pas des Français mentalement. Donc ces gens votent pour leurs intérêts de communauté et ça va être très difficile dans ce contexte de faire passer la droite nationale. Je parle même pas du vote sans vouloir vexer aucune personne âgée qui nous écoute. Je pense que ce sont les bonnes personnes âgées qui écoutent Radio Courtoisie. Ah oui. Mais là, on n'a pas de macronistes ici. Non, là, vous inquiétez pas. Hein. Voilà, mais force est de constater. Et ils sont pas si âgés que ça, en plus. Et puis moi, je vais vous dire une chose, cher Daniel. Les anciens, je pense mieux et sont moins lâches que nous, les jeunes, pour le coup, les plus jeunes. Ils pensent bien, mais ils votent mal. Hein. Non, ici, je parle de courtoisie, spécialement. Je parle pas des boomers. Je parle pas des boomers qui votent Macron. Je comprends. On est entre amis ici, mais c'est vrai que de toute façon, mécaniquement, cette génération va finir par moins voter. Il y a quand même aussi de plus en plus de personnes âgées aussi qui se posent des questions avec toutes ces agressions maintenant qui les concernent. Mais je vous dis, nul ne peut prédire l'avenir. Mais il est clair que si dans les 2-3 élections qui viennent, présidentielles, législatives, il n'y a pas un changement de pouvoir, ça va être très compliqué pour sauver la France. Sauver la France, c'est-à-dire que la France, là,
joue sa survie sur ces 15-20 ans? Ah bah, ça me paraît plus qu'évident. De toute façon, tous les regards sont portés vers la France. Ça, c'est une information que je peux donner à nos auditeurs. Bon, je suis aussi le contenu qui se fait sur les sphères nationalistes anglophones. Et ce n'est pas pour rien que la France est aussi suivie. Bon, déjà, la France est un pays important du point de vue diplomatique, économique, historique, mais aussi les gens voient ce qu'il se passe en France et savent que si la France tombe, par exemple, aux mains des musulmans, eh bien, ensuite, il pourrait y avoir une contagion islamique vers d'autres pays européens. Donc, les nationalistes d'Europe centrale sont très inquiets de ce qui se passe en France. Et puis, avec Schengen, avec la libre circulation, voilà, en Europe, eh bien, ces personnes à qui on donne la nationalité. Moi, je vous le dire franchement, je suis un nationaliste français, mais alors, quand avec toutes les naturalisations qu'il y a chaque année d'étrangers, de personnes qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient en France, je vous le dis clairement, la France devient un danger pour le reste de l'Europe. Parce que en donnant la carte d'identité française, eh bien, à une personne qui vient d'un autre continent, on lui offre la possibilité de s'installer librement en Italie, en Allemagne, en Pologne, etc. Ça devient un sujet continental, plus seulement national. Donc, il faut absolument que les choses changent en France. C'est indispensable. Alors tiens, j'ai des questions d'auditeurs qui arrivent déjà et continuez à poser vos questions à Daniel Conversano. Il est là encore pour encore 1 heure. Bonjour, mon message s'adresse à Monsieur Conversano. Pensez-vous que les attentats des racailles contre les Français vont entraîner un jour l'émergence d'une conscience ethnique chez les Blancs? À mes yeux, c'est le cœur du problème en France. Le blanc moyen n'a pas conscience de son ethnie. Et je soutiens qu'on ne peut défendre la culture et la civilisation européenne si on ne comprend pas qu'on est blanc, qu'on a tous les droits d'avoir un petit sentiment de supériorité par rapport aux autres civilisations. D'ailleurs, est-ce que les Français pensent comme ça? Je sais que les Allemands peuvent penser comme ça, chez les Slaves on peut penser comme ça, mais est-ce qu'en France on pense comme ça? C'est une question très intéressante. Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit notre auditeur qui a posé cette question. D'ailleurs, dans un livre de Michel Houellebecq, qui date du début des années 2000, Plateforme, il y a exactement cette même réflexion qui consiste à dire, bon, à un moment donné, je la fais courte, mais il y a un dialogue entre différents personnages, et il y a un personnage qui dit, de toute façon, quand on a décidé qu'on n'était pas supérieur aux autres, c'était le premier pas qu'on faisait vers notre soumission. Et pourquoi, en fait, c'est très facile à comprendre conceptuellement, c'est que de la même manière qu'on préfère son enfant, ce qui est parfaitement logique, à l'enfant de son voisin, bah, c'est normal de préférer sa nation ou son sang eh bien, à celui des autres. Et donc, si on n'a pas le sentiment qu'en gros, on vaut un peu plus que les autres, eh bien, on peut pas défendre vraiment son territoire. Donc, je suis parfaitement d'accord. La conscience ethnique, c'est vraiment le gros problème en France. L'absence de conscience ethnique, ça, c'est un problème majeur. Maintenant, comme je disais précédemment, avec tout ce qui se passe, vous savez, les gens ne disent pas, mais ils n'en pensent pas moins. Le fait d'éviter certains quartiers, le fait de ne pas inviter tel ou tel type de personnes à des soirées, le fait de déménager dans des régions plus préservées. Qu'est-ce que ça veut dire plus préservées? Ça veut dire tout simplement des régions où les Français de souche et les Européens ethniques sont en majorité. C'est des démarches qui, en réalité, sont inconsciemment des démarches de protection ethnique, en réalité. Et voilà, maintenant, il faut que ça trouve une traduction électorale. Et ça, c'est vraiment le plus gros problème. C'est incroyable quand même de laisser mourir un pays au nom du qu'en dira-t-on. C'est-à-dire que les gens n'osent pas, à la machine à café, n'osent pas dire, on a le droit de... Mais qu'est-ce qui fait... Regardez, vous êtes en Roumanie. J'imagine qu'en Roumanie, il y a une parole libre. Bon, qu'est-ce qui fait qu'en France... Enfin, plus libre qu'en France. Qu'est-ce qui fait qu'en France, à la machine à café, par exemple, tiens, en Pologne, quand on dit un noir, on utilise le terme, je vais le dire en polonais, murzyn. C'est un peu un terme, voilà, pas très gentil. Bon, et pourtant, ils ont pas, quand ils voient un noir dans la rue, qui est touriste ou j'en sais rien, ils ont pas spécialement d'animosité. Mais bon, on a un phrasé, quoi. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'en France, ça n'existe pas, ça? Qu'est-ce qui fait qu'en France, on va utiliser les termes politiquement corrects? Qu'est-ce qui fait qu'en France, on aura peur de dire la machine à café parce qu'on se dit, comment va me juger mon voisin? Comment vous l'expliquez, ce phénomène?
C'est complexe parce que c'est multifactoriel, mais ça me permet de compléter la réponse à la question de l'auditeur. Parce que j'avais oublié moi-même ce que je voulais dire à propos de la spécificité du nationalisme français. C'est vrai que le nationalisme dans d'autres pays a plutôt une base raciale. Et en France, je dirais que oui, il y a un chauvinisme français qui est clair. D'ailleurs, les Français à l'étranger sont très fiers de la France et parlent énormément de la France. Mais je dirais que c'est un sentiment de supériorité qui est culturel, c'est-à-dire notre bouffe, notre musique, notre culture. Alors c'est très bien, hein, mais ce n'est pas corrélé au fait d'être français d'un point de vue ethnique. Alors que l'histoire nous montre que jusqu'au milieu du 19e siècle, il n'y avait pas du tout d'immigration en France et elle est restée très mesurée jusqu'à la fin du jusqu'à la moitié du 20e siècle. Donc, il est évident que la France qu'on aime, la France qui fait rêver le monde entier, la France que les Japonais viennent visiter en tant que touristes, c'est une France qui a été bâtie par des Français. Et ça, c'est vrai que c'est un discours qui même, au sein de la population française, a du mal à passer. Alors, pour vous répondre, deux choses. La première, c'est les lois. Hein. Il y a des lois antiracistes en France. Donc, certes, on a quand même une certaine marge, mais les gens se disent, en fait, si vous voulez, l'existence des lois antiracistes fait que la fierté ethnique est considérée par les gens comme potentiellement illégale. Et cette espèce de tour de passe-passe politico-juridique fait que les Français s'autocensurent. Et après, il y a autre chose, c'est le confort qui fait qu'on est dans la société. On a des amis. Les Français, par exemple, aiment beaucoup, on l'a vu au moment du Covid, les Français ont particulièrement souffert de l'absence de relations sociales pendant les confinements. Et moi, je vous le dis, tous les peuples n'ont pas réagi de la même manière. Les Chinois n'ont pas réagi de la même manière. Les Européens de l'Est n'ont pas réagi de la même manière. Et en fait, en France, il y a ce côté où je peux pas aller boire un coup avec mes amis, je peux pas aller dîner. C'est culturel chez nous, on aime fréquenter les autres. Et où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, quand vous êtes exclu du groupe social en France, parce que vous avez des idées de droite alors que vous fréquentez un milieu qui n'est pas à droite, c'est comme si vous étiez mort à l'intérieur. Et il y a beaucoup de Français qui n'arrivent pas à dépasser. Et moi, j'en appelle, vous savez, quand j'appelle au courage, je dis pas aux gens de se balader dans la rue et d'aller taper sur du flic. C'est pas du tout ce que je dis. C'est le courage d'assumer pour qui on vote, d'assumer ce qu'on pense, d'assumer d'en avoir marre de la racaille et de l'islamisation du pays. Et je pense qu'on est des millions à le penser. Mais il faut que ça se voit. Voilà, il faut que ça se voit, il faut que ça s'entende. C'est pour ça que je pousse aussi les gens à sortir de la culture du pseudonymat qui me fait chier. Voilà. Je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut assumer en son vrai nom avec son vrai visage, et on a besoin de ces preuves de nationalisme. Voilà. Les gens sentent bien qu'il y a un bouillonnement, qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas Marine Le Pen et Éric Zemmour vont pas tout changer uniquement seuls. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on leur file un coup de main. Voilà. Dites-moi, on va revenir sur Crépol. Crépol, c'est quoi ? Ouais. C'est vraiment un meurtre anti-blanc. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui ? La preuve qu'on peut le dire, c'est qu'on le dit, mais il se trouve que là, c'est facilité par le fait que plusieurs centaines de témoins ont entendu les responsables le dire. Ils ont dit, on est là pour tuer du blanc. Bon, ça peut pas être plus clair. Alors évidemment, l'enquête va montrer si c'est bien ce qui a été dit, mais les gens de Crépol n'ont aucune raison de mentir de ce point de vue-là. On savait que ça existait. En fait, on savait. Je dirais que la nouveauté, pourquoi ça fait l'actualité depuis si longtemps maintenant, parce que la plupart des faits divers au bout de 24 heures sont oubliés. Crépol, là maintenant, ça va faire 15 jours. Je crois qu'une partie des Français ont réalisé qu'ils se faisaient attaquer vraiment gratuitement par pure haine de ressentiment de la part de certains arabo-musulmans. Et ça, c'est nouveau parce que je dirais que, c'est nouveau pour eux. Nous, on le savait bien, mais pour beaucoup de Français, il y avait toujours entre guillemets une justification. Charlie Hebdo, c'était à cause des caricatures du prophète. Tel autre attentat, c'était parce que la France était investie avec l'Alliance Atlantique en Syrie ou je ne sais quoi. Mais là, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces villageois ? Rien du tout. Ils étaient Français de souche et des Maghrébins sont venus les tuer parce qu'ils étaient Français de souche. Donc, il y a une prise de conscience. J'espère que le feu ne va pas s'éteindre et que ça va se traduire notamment aux européennes par une lourde défaite pour le camp macroniste. Oui, mais défaite, il y aura sûrement, mais bon, ça sert à rien en réalité. Est-ce qu'on peut tenir comme ça jusqu'en 2027 ? On tient comme ça depuis 20 ans, mais effectivement, le plus vite ça change, le mieux c'est. Après, là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que si de nombreux partis de droite aux européennes, ça, je pousse vraiment nos auditeurs en général, les européennes sont des élections qui sont considérées comme non importantes par beaucoup, mais je pense que c'est une erreur parce que si les blocs de droite l'emportent au Parlement européen, eh bien la politique peut vraiment changer à l'échelle de Bruxelles et c'est ce dont on a besoin plus que jamais, je dirais. Donc non, il faut toujours y croire. Alors l'élection, c'est pas
ça fait pas tout, hein, bien sûr. Il y a aussi d'autres façons de militer. Je pense que les gens, malgré tout, doivent essayer de se protéger, de vivre dans les zones les plus sécurisées. Les gens, ça c'est ma conviction, je mets souvent en avant aussi. C'est aux Français aussi de faire plus d'enfants. Voilà, si on veut le grand emplacement, c'est pas seulement des immigrés qui viennent, c'est aussi des Français et des Européens qui ne font plus assez d'enfants. Et ça, c'est un discours qui plaît sans plaire parce que c'est un discours de responsabilisation. On dit aux gens, mais vous avez aussi votre rôle à jouer, d'accord. On peut pas pleurnicher si on fait 1,2 enfants par femme. Il faut vraiment que ça s'arrête, ça. Voilà, moi j'ai 2 enfants et j'en veux d'autres. Il faut pousser en ce sens. Faire un enfant aussi, c'est un acte d'amour de la vie. C'est-à-dire, en gros, je vis, je veux que des gens qui ont mon sang vivent après ma mort. Et les Français doivent montrer qu'ils veulent continuer d'exister en fait en tant que peuple. Et ça, c'est pas que les politiques qui ont du boulot à faire. Les Français aussi ont leur part de travail. Et oui, parce que moi je trouve, enfin il y a un problème en France, c'est qu'on attend toujours l'homme providentiel. Alors que les anglo-saxons, par exemple, n'ont pas besoin d'hommes providentiels pour faire ce qu'ils ont à faire, quoi, on va dire. Voilà. Et malheureusement, l'homme providentiel, bon, j'ai envie de dire, c'est pas demain qu'il arrive. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah oui, donc disons que c'est le système qui empêche le système tel qu'il est fait aujourd'hui, le système des démocraties libérales, de toute façon rend difficile l'arrivée au pouvoir d'un réel dictateur, parce que c'est ça que beaucoup de gens de droite voudraient. C'est un espèce de Napoléon contemporain. Bon, il est très peu probable de le voir apparaître dans le monde aujourd'hui, mais on a d'autres dirigeants qui mènent des politiques autoritaires tout en restant dans un cadre démocratique. Finalement, Macron le fait, mais on va dire pour son idéologie qui est l'idéologie mondialiste. Donc, un nationaliste pourrait y parvenir au pouvoir, bien sûr. Mais oui, c'est vrai qu'il faut mettre de côté ce rêve d'un grand bouleversement qu'un homme providentiel apporterait. On est dans le monde moderne et on peut plus faire ça. C'est plus comme ça que les choses avancent. Dites-moi, vous de Roumanie, vous avez compris la façon dont les médias ont traité l'histoire du jeune Thomas? Bah, déjà, moi j'habite en les Roumanie, médias français, mais je parle des médias français, mais non, j'imagine que bien sûr. vous êtes connecté aussi sur les médias français. Ah bah, je suis beaucoup plus connecté aux médias français qu'aux médias roumains parce que en fait, je reste moi, je me vois comme un exilé, hein. C'est-à-dire, j'ai toujours la France au cœur. Je n'exclus pas d'ailleurs peut-être un jour d'y revenir si la situation change, mais je suis, on pourrait même dire, obsédé par l'actualité française parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a en fait, ce qui va se passer en France va conditionner aussi ce qui peut se passer dans le reste de l'Europe. Donc, c'est très important. Alors, je suis l'actualité non-stop, hein, comme beaucoup de nos auditeurs, mais je dirais que grâce à des chaînes comme CNews notamment, un petit peu Europe 1 et d'autres médias alternatifs comme le vôtre, on entend quand même un autre son de cloche depuis. Moi, ça m'a beaucoup touché de voir Pascal Praud pleurer enfin voilà, il a essuyé quelques larmes lors de l'enterrement de Thomas. Non mais certains ont dit c'est pas professionnel, d'autres ont dit que c'était joué. Alors, pas professionnel, ça peut se discuter. Je pense que c'est tout à fait sincère. Et je pense vraiment qu'on a besoin d'émotions pour mobiliser les gens. Là je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais là, vous parlez de niche, c'est-à-dire CNews. En réalité, l'opinion publique, elle se fait sur TF1, France 2, France 3, la 6, France Inter, RTL. Quand je parle des médias, c'est eux. C'est-à-dire eux qui représentent 25 millions, 30 millions de téléspectateurs. Voilà, pas ces news qui prennent 2 millions, quoi. Bon. Alors, ces médias-là font toujours, bien sûr, le sale boulot, mais je dirais que ce qui a changé depuis quelques temps, c'est que les opinions de droite, on va dire ça pour résumer, sont devenues si populaires qu'ils sont obligés d'inviter sur leur plateau de télé des contradicteurs, des chroniqueurs. Je pense, par exemple, à des gens comme Alice Cordier ou à Juliette Briens. Maintenant, Juliette Briens passe sur BFM. On la salue d'ailleurs, on l'apprécie beaucoup. Et elle porte un discours qui est très favorable, justement, qui est de l'ordre de ce qu'on pense, face à des journalistes qui sont partiaux et qui ne le cachent même pas. Mais voilà, le débat existe. Mais je suis d'accord que les journalistes, une fois de plus, montrent que pour beaucoup d'entre eux, disons 90%, ils sont les idées de la France. Oui, mais regardez, clairement, ils ont fait leur choix. Quand les médias et le ministre après vont dire oui, mais regardez, c'est pas l'immigration, c'est 9 Français qui sont allés dans cette fête. Vous, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez cette énormité, si je puis dire?
On en revient à ce que disait la personne qui m'a posé une question il y a quelques minutes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça, je dirais, c'est les limites de la droite mainstream, de la droite, on va dire, qui passe à la télé. On va dire ça pour que les gens comprennent, ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais. À un moment donné, si on met pas un pied sur le terrain, il y a pas besoin d'être raciste ou racialiste pour dire ce que je vais dire là maintenant. Si on met pas un petit pied sur le terrain ethnique, on ne dit rien. Si on n'a pas quelqu'un sur un plateau pour dire, mais attendez, vous plaisantez ou quoi, ils ont leur papier français, mais ils sont d'origine immigrée. Leurs parents ou leurs grands-parents habitaient en Afrique, ils sont musulmans de culture. Voilà. Si on peut pas porter ce discours-là, on est bloqué. On est bloqué par ce qu'on appelle un peu le nationalisme civique. Si on s'arrête à dire ah bah oui, ils sont français, autant pour nous. Alors effectivement, c'est un crime qui n'a rien à voir avec la haine raciale. Bon, ils sont français, mais ils sont tous maghrébins. Voilà, donc non, c'est vraiment un discours. Là, il est temps, même sur des plateaux, que ce soit TF1, chez Hanouna, etc. Il est temps que les gens qui pensent comme nous et qui ont accès, qui ont la chance d'avoir accès à ces médias-là, disent stop. Arrêtons. Moi, je suis vraiment pour prendre ce petit risque. Hein. Alors attention, il ne faut pas être dans l'injure, mais dire attendez, arrêtez de vous foutre de la gueule des Français. Voilà, tout le monde sait bien que ces gens ne se sentent pas français. Voilà, maintenant il faut avoir un discours je dirais, il faut qu'on se fasse respecter. Et pour se faire respecter, il faut dire ce qu'on pense à l'auteur de ce qu'on pense. Ils utilisent la France. D'ailleurs, c'est une expression. Reprenez-la. Vous pouvez voler l'expression, j'aimerais l'entendre dans la bouche de Zemmour, Marine Le Pen. Ces gens utilisent la France. Ils utilisent la gentillesse des Français. Ils utilisent nos lois contre nous. Ils utilisent la démocratie contre nous. Et maintenant, il faut les faire rentrer dans l'ordre. Voilà. Ben, c'est ce que disait le président algérien de l'époque, je crois monsieur Boumedienne. Nous vaincrons l'Occident avec ses lois démocratiques. Mais j'ai plein de questions. Si vous me permettez, allez-y. On va répondre aux questions, mais alors mieux encore que le président algérien, il y a une sortie qui est très connue. Je suis persuadé que 80% de nos éditeurs ont déjà vu cette vidéo. C'est le roi du Maroc qui, face à Anne Sinclair dans les années 80, dit dans un sourire et dans le plus grand des calmes, Anne Sinclair lui dit mais on fait venir des immigrés marocains, c'est très bien pour la France. Et il dit mais vous savez madame, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous n'en ferez jamais des Français. Il le dit comme ça, sans haine, Pour lui, c'est la plus complète évidence. Et il dit quelque chose qui est vrai, il dit il y a toujours eu de l'immigration est-ouest au sein du continent africain, au sein du continent européen, au sein de tous les continents. Mais ça n'a rien à voir entre faire venir un Italien, le faire habiter en France ou le contraire, et faire monter un Maghrébin vers la France en espérant qu'il devienne français. Il dit vous aurez beau faire, vous aurez beau tout essayer, et il dit ça fout le vertige. Il dit ça il y a 40 ans, et on voit bien aujourd'hui qu'il avait raison. Il le savait même mieux que nous. Voilà. Merci à vous et soutenez Radio Courtoisie pour avoir des émissions comme ce matin et puis aussi pour avoir la vidéo comme ça vous nous verrez en direct, vous me verrez mon très beau pull beige ou kaki, je sais même pas quelle couleur j'ai en fait. Voilà, maintenant les questions d'auditeurs. Bonjour, à propos des Français qui ne sont pas mis à faire la chasse aux musulmans après le Bataclan. Peut-être, c'est pas ce qu'on a dit tout de suite, la chasse, voilà, faut pas dire des choses pareilles. Peut-être était-ce dû au fait que cette horreur vient de plus loin et que ça puait le faux drapeau. Question à Conversano, qu'est-ce qui l'oppose à Soral ? Tiens, voilà la petite question qui fâche. Je l'ai pris au hasard, en termes d'orientation et d'action politique, intellectuelle, etc. Mais aussi en termes de personnalité. Merci. Allez-y. Qu'est-ce qui vous différencie de Soral ? C'est un peu hors sujet, mais bon, rapidement. Je dirais de personnalité, c'est quasiment... ça me dérange pas. La personnalité de Soral, d'ailleurs, a fait son succès. Il est charismatique. Quand il parle, il a un débit de parole qui est très rythmé, donc on s'ennuie pas quand on l'écoute. Après, idéologiquement, je suis pas d'accord avec Alain Soral. Alain Soral propose une union avec les musulmans français au nom d'un front de la foi contre l'élite cosmopolite. Je pense que c'est perdu d'avance. Je pense que les musulmans ont intérêt en fait au cosmopolitisme. Ils ont intérêt que l'immigration continue. Donc je crois que le projet de Soral il est capoté d'avance. Maintenant par rapport à ce que suggère l'auditeur au début de sa question, que le Bataclan n'aurait pas été commis par par les terroristes islamistes. Bon, je pense qu'on est dans le domaine de la fantaisie. Je ne suis pas d'accord avec l'auditeur, c'est tout ce que je peux dire. Mais moi j'ai l'impression quand même que vous êtes un peu pas très libéral, d'être un peu étatiste. J'ai l'impression. Vous avez un petit côté souverainiste. Non. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire là ? Non, parce que ça m'est venu comme ça, parce que en fait, je remarque quand même, parfois vous avez des positions un peu proches de celles de l'État. C'est-à-dire que, en fait, il y a libéral et libertarien, c'est quand même deux choses différentes. De toute façon, libéral socialiste, si vous voulez, c'est un dégradé.
Si on est complètement socialiste, en fait, on est communiste. Si on est complètement libéral, on est finalement pour l'immigration sans limite, parce que, eh bien, au nom du dieu fric. Donc, en fait, l'équilibre, il est toujours, en fait, l'équilibre, c'est le nationalisme. On est toujours un peu entre les deux. Mais ce qui est clair, c'est qu'en France aujourd'hui, je dirais que, vous savez, moi, je viens d'un milieu qui est plutôt artistique que d'un milieu politique. Et ma démarche, comme celle de beaucoup d'artistes, elle est subversive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un pays qui serait trop libéral, peut-être que je serais socialiste. Mais pas par esprit de contradiction, mais parce qu'il faut toujours trouver l'équilibre, l'harmonie, je dirais. Je suis toujours en quête d'harmonie. Et où est-ce que je veux en venir? C'est que dans la France d'aujourd'hui, il est clair, enfin, quand les gens parlent d'un Macron ultralibéral, enfin, c'est à pleurer de rire. Aujourd'hui, essayez d'ouvrir une entreprise en France, vous allez voir si le pays est libéral. Non, franchement, on est à 2 doigts d'être considéré par d'autres pays comme un pays communiste. Les entrepreneurs ont le couteau sous la gorge, ils ne peuvent rien faire. En fait, tout vous pousse à être un parasite en France, à toucher les aides sociales et à ne pas travailler. Donc ça, c'est vraiment, de ce point de vue, je suis libéral. C'est-à-dire, je pense que oui, mais est-ce qu'il ne faut pas les immigrés aussi. Bien sûr, moi, mais je suis libéral. Attendez, je suis libéral aussi pour des questions identitaires, pour dissuader les pires immigrés du tiers-monde de venir chez nous. Il faut maintenant, il faudrait que les choses changent en France et qu'on explique, qu'on envoie ce message-là à l'étranger. On n'est plus là pour accueillir toute la misère du monde. Si vous venez ici, il va falloir bosser, sinon vous rentrerez chez vous. Ça, c'est le minimum. Alors, il y a l'immigration qui est une invasion, certes, très bien. Mais il y a aussi l'État, et l'État aussi est un ennemi. Et ça, il faut le dire, parce que c'est aussi l'État qui permet à ces gens de rentrer. Je veux dire, rappelez-vous, il y a 2 ans en Pologne, lorsque les Biélorusses ont voulu ramener leurs Irakiens, Jordaniens, etc., PiS, ils ont mis, le président de l'époque, enfin le premier ministre de l'époque, je crois qu'il va d'ailleurs changer malheureusement, oui. Ils ont mis... des barbelés avec des militaires et des miradors, etc. Et puis ils sont pas rentrés. Donc on avait un État qui protège sa population. Aujourd'hui, on n'a pas ça aussi. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut aussi combattre l'État. Et est-ce que les nationalistes combattent assez l'État, justement? Non, mais combattre l'État pour changer le pouvoir, pour mettre quelqu'un d'autre au pouvoir, oui. Mais moi, je crois pas qu'on puisse détruire l'État. Déjà, l'État est très fort. Et puis, je suis même pas certain que ce soit souhaitable. En fait, on a un rejet de l'État en France parce que l'État joue contre nous. En fait, l'État a fait le choix de l'étranger consciemment. Et c'est pour ça que moi, en fait, je reste électoraliste et je reste dans une démarche politico-politique pour la France parce que je vois pas comment les choses pourraient changer depuis la base. Je veux dire, tant que les Français payent leur impôt sagement, vont bosser et majoritairement votent plus pour Macron que pour d'autres partis, les choses peuvent pas changer. Et même s'il y avait, comme on a dit au début de l'émission, des réactions d'orgueil, voire même des réactions de violence de la part de Français de souche, c'est terrible à dire, mais ça changerait pas les choses. Voilà, on aurait peut-être une fierté comme ça de réaction nationale et nationaliste, mais ça changerait pas les choses en profondeur. Il faut que le pouvoir change de main, c'est ma conviction. Mais là où, alors, est-ce que c'est être étatiste que de dire que je pense qu'un pays ne peut pas être autogouverné? De ce point de vue-là, voilà, c'est ma limite. C'est pour ça que je suis pas libertarien. Je pense que l'État est nécessaire, qu'il faut toujours. Je suis pas dans un rêve où en gros on détruit les élites et on n'en met pas d'autres à la place. Le peuple se gouverne lui-même. Tout ça, c'est des conneries. Il y a toujours des gens qui dirigent. Maintenant, il faut savoir par qui on va être dirigé et il faut être dirigé par les bons. Voilà. Bon. Excellent, Daniel, comme d'habitude. Voilà. Nous dit l'auditeur. Un petit détail, white flight se traduira par fuite des blancs, car flight est le substantif du verbe to fly, fuir, comme de fly, voler. Merci, cher auditeur. J'ignorais. J'étais persuadé que ça, comme quoi mon anglais laisse à désirer. Hein. Voilà. Dans ma tête, il y avait le petit avion qui part. Mais oui, finalement, ça correspond mieux à ce que c'est d'ailleurs. C'est une fuite des environnements cosmopolites. Donc c'est très bien. Merci à l'auditeur de nous l'avoir dit. Bonjour à tous. Que pose votre invité de la Roumanie que l'on voit ici comme un pays certes francophile mais pauvre et pourvoyeur d'immigrés? La nostalgie est-elle absente? La nostalgie de quoi? J'ai pas compris. Prenez plutôt la première partie. Mettons de côté ça alors. Voilà. Alors le reste de la question est intéressante parce qu'on en revient toujours. Alors, vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse. On en revient à la grille de lecture ethnique. Alors attention, je sais bien que la grille de lecture ethno-raciale n'est pas suffisante. Il faut intégrer d'autres grilles de lecture. Quand quelqu'un parle, par exemple, quand quelqu'un donne une opinion, je cherche toujours à me renseigner sur son origine sociale. Est-il bourgeois et vient-il du prolétariat? Ça aussi, c'est des données intéressantes. Mais pourquoi je parle ici d'ethnie? Parce que si on ne dit pas qu'en Roumanie, il y a 2 peuples, on ne dit rien sur la Roumanie. En Roumanie, il y a des gens qui te ressemblent, Mike,
qui me ressemblent. Je dirais que la Roumanie a comme avec la France que c'est un carrefour ethnique européen. C'est-à-dire qu'en Roumanie, il y a des blonds, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a des châtains, il y a des bruns, d'accord ? C'est pas un pays monoethnique blanc comme les pays scandinaves, par exemple. Mais il y a en Roumanie aussi une autre population qu'en France on appelle les Roms et qui sont appelés ici les Tziganes. Et effectivement, cette immigration dont parle notre auditeur, essentiellement, il parle des Tziganes. Et les Tziganes en Roumanie ne sont pas considérés comme des Roumains. Ils ont la carte d'identité roumaine parce que beaucoup d'entre eux sont nés en Roumanie, mais ils ne sont pas vus par les Roumains comme des Roumains. Donc c'est tout à fait vrai que les Roumains, entre guillemets, posent problème en France parce que ce sont pas les vrais Roumains, ce sont les Tziganes. Alors, ce qu'on peut reprocher à la Roumanie, à la limite, ça c'est vrai, c'est de se défausser d'une partie de chasser, de rien faire en tout cas pour retenir les Tziganes qui sont nationaux de son pays. Et les Roumains sont très contents de les voir partir en Allemagne, en France, en Italie. Est-ce qu'ils sont nombreux ? Moins de problèmes ici. Pardon ? Est-ce qu'ils sont nombreux, ces Tziganes ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde les stats, on a l'impression qu'il y a énormément de Tziganes en Roumanie. Mais quand on habite dans les villes, on va dire de plus de 50 000, 100 000 habitants en Roumanie, j'aurais tendance à dire même qu'on en voit quasiment moins qu'en France. Alors, en tout cas, c'est mon sentiment à Bucarest. Moi, j'habite dans la capitale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des villages où les Tziganes ont leur village. Et le paradoxe, c'est que les Tziganes qui sont enracinés, qui sont devenus sédentaires, eux ne posent pas problème puisqu'ils vivent dans leur village, ils mènent leur vie, on va dire, de Rome, comme on dit en France. Mais voilà, si je peux donner un conseil à une personne qui a affaire à un vrai Roumain ethnique en France, quand vous parlez des Roms, dites Tzigane, ça lui fera plaisir. Vous savez, cher Daniel, qui, je trouve, dans Paris, en tout cas dans Paris, il y a de moins en moins de Roms. J'ai l'impression qu'ils ont été chassés par les migrants. Et donc, du coup, eux-mêmes, les Roms, eux-mêmes, ne se sentent plus en sécurité. Par contre, j'étais à Genève dernièrement, et il y a énormément de Roms. Ça, je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, bref, c'est bizarre. Bon. C'est possible, mais c'est possible que c'est une question de sécurité. Ils visent les pays, en fait, ils vivent de mendicité. C'est leur stratégie de vie, depuis des siècles. Et ils sont pas prêts de changer, donc ils vont dans les pays où la population est riche, où il y a à gratter, on va dire ça comme ça. Alors voilà, je vais continuer à poser les questions d'auditeurs. Je vais faire que ça parce qu'il y en a beaucoup. Bonjour. Allez. Daniel, la France, pour plusieurs raisons, était plus vulnérable au Covid que les pays de l'Est. Au moment où il faut arrêter de vanter la gestion du Covid des pays de l'Est au détriment de la gestion en France. Daniel, à ma connaissance, n'a pas été très critique de la politique face au Covid en France. Je suis de droite, natio, et beaucoup de gens nous ont décrédibilisés sur le Covid. Alors j'ai l'avis exactement contraire. Moi, je pense que par excès de complotisme, alors je dis pas que toutes les personnes qui critiquaient le vaccin étaient complotistes, mais je dis que j'ai l'avis opposé à l'auditeur. Je pense que quand on a vu certaines personnes à droite, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais suggérer que le vaccin était pensé pour tuer des gens, et c'est des propos qui ont été formulés sur Internet, on peut se demander si ces propos-là assez extrêmes et assez complotistes ne diabolisent pas la droite. Mais pour répondre au début de la question, c'est parfaitement faux, parce que moi j'étais en Roumanie, il y a eu exactement les mêmes confinements, il y a eu exactement la même stratégie vaccinale, il y a eu exactement la même pression de la part des journalistes et du gouvernement pour que les gens restent chez eux et se vaccinent. Voilà, simplement les peuples sont différents. Donc, et en plus, quand je l'ai dit, je l'ai pas dit dans une perspective critique, je pense que ça fait partie des points positifs des Italiens, des Français, d'être des gens très sociables et sociaux. Voilà, donc on aime on va pas faire des tonnes sur le Covid. Comme je prends les questions vraiment au hasard, donc on va pas faire des tonnes. Là, on est sur Crépol. Parlons de ça. Oui, voilà. On sait de toute façon. Là-dessus, vous serez pas d'accord. C'est pas un problème. Attendez. Bon. Parce que j'avais encore une question sur le Covid. Croyez-vous qu'une guerre ethnique se déclarera bientôt en France et finalement n'a-t-elle pas déjà commencé ? Il est très délicat de répondre à cette question, mais je vais répondre en tant qu'analyste. Donc il n'y a aucune prescription dans le message que j'envoie maintenant. Mais en fait, oui, elle a commencé dans un sens. En fait, il y aura ce qu'on appelle guerre civile à caractère ethnique. D'ailleurs, j'ai édité un livre du regretté Guillaume Fay qui s'appelle Guerre civile raciale. En fait, cette vraie guerre, si elle doit commencer, commencera quand il y aura une riposte. Voilà, suite à un attentat, par exemple, un énième attentat commis par des terroristes islamistes visant des Français de souche. Je pense notamment à ce qui s'est passé à Annecy. Bon, il se trouve qu'aucun enfant n'est mort, mais
l'attaque a été extrêmement grave. D'ailleurs, des enfants ont pu garder des séquelles. Mais si ce jour-là, le terroriste d'Annecy, qui était un migrant syrien, si je ne me trompe pas, avait tué des bébés, voilà, mettons, il y aurait eu 5-10 morts, bah, peut-être qu'il y aurait eu une vengeance de la part du peuple français. Voilà. Et alors, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas qu'il y ait des attentats pour qu'il y ait des ripostes. Mais je veux dire, si ça arrivait et que les médias osaient dire à la droite, c'est de votre faute, je pense que là, à ce moment-là, il faudra être fort. Il faudra dire, mais tout le monde savait que ça arriverait. Voilà. Tout le monde savait que ça arriverait. La vengeance est un sentiment humain. Qu'il soit bon, d'ailleurs, qu'elle soit aveugle ou qu'elle soit bien ciblée, elle existe. Donc, il fallait être fou pour croire que ça n'arriverait pas. Donc, je ne sais pas si ça aura lieu. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'État est plus fort que ce qu'on croit. Si l'État veut mettre les racailles et les cités au pas, il peut le faire. Mais si l'État veut détruire toutes les cellules nationalistes et envoyer les nationalistes pendant 10 ans en tôle, il peut le faire aussi. Donc, c'est très délicat. C'est une situation qui est très délicate. Bonjour, mon message s'adresse à Conversano. En 2022, vous avez soutenu Reconquête avec Zemmour. En 2024, qui allez-vous soutenir aux élections européennes ? La liste de Zemmour ou Bardella. À titre personnel, j'avoue que mon cœur penche pour Zemmour pour sa radicalité, mais ma tête me fait de plus en plus pencher pour Bardella pour son calme et son pragmatisme. Qu'en pensez-vous ? Je suis assez d'accord. Je dirais que je suis parfaitement d'accord avec l'auditeur. Je pense que ma voix ira à Reconquête. Il me semble que c'est Marion Maréchal qui emmènera la liste. Voilà. J'aime bien Marion Maréchal, j'aime bien Bardella aussi. Il faudra voir, est-il totalement exclu que ces deux partis puissent à un moment donné faire une liste commune en fonction du résultat de l'un ou l'autre? Oui, c'est exclu. Non, c'est exclu. Il y aura pas de liste commune et c'est sur un tour. Voilà. C'est totalement exclu. Je peux vous le dire. Je pense qu'il faut voter pour ses convictions, malgré tout, et que la droite, de toute façon, fera un carton. Voilà. Si on considère ce que je crois que Marine Le Pen, contrairement à ce que disent beaucoup de gens de droite, Marine Le Pen n'est plus à droite. Bon, sur la question économique, on peut se poser la question, mais sur la question, on va dire, de l'immigration, je pense qu'on peut mettre Marion Maréchal et Bardella un peu dans la même catégorie. Là, je dirais, moi, j'ai pas de consigne à donner. Les gens votent en leur âme et conscience. Personnellement, je voterai pour Reconquête parce que j'ai plus confiance dans la capacité de la volonté de Reconquête de changer les choses en profondeur. Oui, mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas mettre, par exemple, justement, pour parler beaucoup de symbolique, est-ce qu'il ne vaut mieux pas mettre, par exemple, Monsieur Bardella à 30% premier que diviser les voix? C'est à réfléchir en fonction des sondages qu'on aura quelques mois avant le vrai vote. Voilà. Pour l'instant, mon cœur, c'est ridicule de dire ça, mais pour l'instant, ma fidélité, ma loyauté électorale va vers Reconquête parce que j'estime que ce parti a donné plus de gages de sa volonté profonde de changer les choses sur la question migratoire et sur l'identité. Mais je comprends que les gens se posent la question de la même manière que c'est vrai, finalement, si on regarde bien à la précédente élection, s'il n'y avait pas eu ce vote utile dès le premier tour en faveur de Marine Le Pen, peut-être que Mélenchon aurait été au second tour. Mais d'un autre côté, si on vote toujours par stratégie et jamais pour ses convictions, on ne pousse pas non plus aussi le Rassemblement national à rester musclé sur la question migratoire. Et je vous le dis franchement, en ce moment, Bardella est très bon, mais serait-il aussi bon, serait-il aussi féroce sur les questions qui comptent si derrière, il n'y avait pas un parti encore plus à droite qui poussait avec en embuscade Reconquête? Moi, je pense qu'en soutenant Reconquête, on pousse aussi le Rassemblement national à exceller et à rester fort sur les questions qui nous concernent le plus. Bonjour, je suis surpris lorsqu'on nomme la droite qu'il ne soit jamais ou rarement fait mention de Florian Philippot, le seul qui prend le parti de la France, des paysans, dénonce l'atlantisme aux dirigeants et l'État profond qui prône le souverainisme et le Frexit avec mesure, honnêteté et qui cherche à rassembler à la différence de Zemmour et du RN qui agissent de plus en plus comme de l'opposition contrôlée et divise. Bravo pour votre émission. Voilà, merci. Qu'est-ce que vous en pensez, de Florian Philippot? Mais je trouve que Florian Philippot a délaissé depuis trop longtemps la question migratoire, la question de l'identité française. Voilà, donc il a d'autres combats qu'on peut respecter, mais qui ne sont pas prioritairement les miens. Voilà ce que je peux dire.
Vous savez, Une réponse courte, hein. Vous y attendiez pas, celle-là. bah, très bien, bravo. Bah, moi, je veux dire à cet auditeur, oui, bon, le Frexit, voilà pourquoi je suis pas souverainiste, parce que je suis contre le Frexit. Parce que je pense que D'accord. la France doit envahir l'Europe, enfin, doit être le grand Occident. Et c'est ça pourquoi je suis pas souverainiste. D'accord. Et contrairement aux Frexiteurs qui veulent être tout seuls. Et ça, je n'y crois pas. Il Voilà. y a aussi autre chose. Ça me fait penser, Mike, à quelque chose. Il y a aussi un problème de personnalité et d'ego, je dirais. Quand on voit que Florent Philippot et Asselineau n'arrivent pas à s'entendre, alors qu'ils ont une ligne extrêmement similaire pour des questions d'ego, on a du mal aussi à faire confiance à ce camp où la guerre fait rage, alors que, bon, sur Internet, ils ont quand même du succès. Ce sont des personnes qui arrivent à parfois éveiller l'intérêt de centaines de milliers d'internautes. Et bon sang, ils sont deux sur le même morceau de steak et ils se foutent sur la gueule. Ils sont plus que deux. Ouais, mais essentiellement. Bon voilà, on peut en citer d'autres aussi. On peut citer aussi Pierre-Yves Rougeron, mais je veux dire, voilà, quand Asselineau est passé sur le média Livre Noir, il a dit que Philippot voulait le tuer politiquement, etc. Donc on a l'impression en fait d'un grand cirque. C'est pas franchement engageant aussi. Ça, c'est vrai, c'est pas faux. Après, moi, j'aime bien, je veux dire, j'aime bien les gens, puis j'aime bien les souverainistes aussi, ça, voilà, je le dis, je les aime bien, même si je suis pas du tout gaulliste. D'ailleurs, j'ai amené notre ami Louis de Condé ici, là, le dernier terroriste, entre guillemets, qui a voulu tuer le général de Gaulle, un grand personnage, face à un gaulliste, c'était assez drôle d'ailleurs. Mais ils ont quelque chose, c'est qu'ils ont été contre les mesures sanitaires. Et moi, vous le savez, cher Daniel, j'étais contre les mesures sanitaires. Et ça, voilà, ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut se rassembler. Et moi, je suis prêt à mettre mes idées de droitard un peu de côté, enfin pas de côté, mais ne pas les mettre totalement en avant pour le rassemblement. À quand ce rassemblement? Parce que je pense que la guerre que vous menez, que les souverainistes mènent contre vous, je pense qu'elle est inutile. Nous ne sommes pas assez nombreux pour se faire la guerre. Oui. Faisons-nous la guerre lorsqu'on aura le pouvoir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous rejoins. Au-delà des vraies divergences d'opinion hein, sur des sujets comme l'économie, la religion, l'appartenance à l'OTAN ou non, etc., il y a quand même un point commun entre tous les mouvements de droite, c'est une vision critique de l'immigration de masse. Et il faut absolument, alors je ne sais pas comment, je ne pèse pas assez pour y parvenir par moi-même, mais il faudrait vraiment que, au nom de cette alliance, je dirais, de protection des frontières de la France, on puisse quelque part faire un front commun. Ça c'est vraiment indispensable. Ça vient petit à petit. Moi, je vois des frontières qui s'écroulent un peu. Il y a encore 5-10 ans, j'étais considéré comme trop radical. Les choses sont en train de changer, alors que dans le fond, j'ai pas vraiment changé mon discours. Hein. Donc, moi, je vois les choses bouger, mais malheureusement trop lentement. Regardez, vous et moi. Et puis après, il y a des luttes d'ego aussi, encore une fois. Hein. C'est ça, c'est surtout ça. Il faut vraiment me dire ce qu'il y a. Il y a des gens aussi qui sont dans la dissidence ou dans les sphères de droite, pas pour des raisons militantes, hein, mais pour gratter un petit billet. C'est vrai, il y a des gens comme ça. Hein. On va pas les citer, mais moi, j'en connais. Donc, comme ces gens ne sont pas on pas pour. Il y a aucun mal à faire de l'argent. Oui, mais en ce moment, je remarque. Mais quand l'argent se substitue, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut bien comprendre pourquoi des fois les spectateurs ne comprennent pas pourquoi il y a des guéguerres dans ce qu'on appelle la dissidence. Mais parce que certains sont number one ou gagnent plein d'argent ou ont plein de vues et ne veulent pas en fait exposer d'autres gens. Ils ne veulent pas mais regardez, faire monter d'autres personnes. Regardez, cher Daniel, tiens, je vais vous faire une critique. Allez, je vais vous la faire. Je remarque que dorénavant, vous clashez les droitards. Moi, par exemple, regardez, moi je suis catho. Vous savez, on a d'ailleurs fait un débat là-dessus. Et moi, je vois Thomas Ferrier, et vous-même d'ailleurs, surtout Thomas Ferrier avec son paganisme de merde. Hein, excusez-moi, bon, tant pis, je l'ai dit. Bon, mais bon, je clash pas Thomas Ferrier quand même. Bon, je l'aime bien pourtant en plus, le gars. Bon, après, j'essaierai évidemment de le convertir en temps venu, mais voilà, mais pourquoi est-ce que vous mettez dorénavant à clasher les droitards? Bon, deux choses. La première, c'est quelle ironie, parce que Thomas Ferrier présentait une émission sur ce plateau même de Radio Courtoisie
Et aujourd'hui, eh bien, vous le clashez, Mike, alors qu'il n'y est plus. Faudrait peut-être que vous l'invitiez. Bah oui, mais je vais l'inviter, mais évidemment. Mais bien sûr, mais je l'ai fait 150 fois avec lui, ça. Et il veut pas comprendre dans sa tête dure là, avec ses Athéna et ses conneries, et ses toutatis, c'est tout ça là. Enfin, vraiment. Enfin, bref, allez-y, continuez. Non, mais sur la critique des droits de retard, il y a une différence de nature. Je vomis la gauche. Je critique les droitards qui, pour moi, vont pas dans le bon sens. C'est pas la même chose. C'est comme avoir des camarades ou des frères avec qui on est en désaccord stratégique. Je veux dire, je critique pas les droitards parce que je les hais. Donc je veux dire, faire partie d'un grand mouvement qui est la droite n'empêche pas. Vous avez quand même fait des clashs contre le pauvre Rochdy, là où vous êtes mis torse nu, ou Cro-Blanc. Ah bah oui, bah ils le méritent tous en fait. Ou Cro-Blanc, ou je sais pas moi, ou Papacito, et tous les autres. Bon, Papacito, à la rigueur, je peux comprendre. Mais j'ai une aura de clasher parce que quand quelqu'un me manque de respect, j'ai tendance à réagir, mais je considère que c'est lié à mon caractère, je suis comme ça. Vous savez, rapidement, Rochdy et moi, on s'entendait plutôt bien. Alors on n'est jamais apparu ensemble en vidéo, mais on discutait de temps en temps, voilà, sur les différents réseaux, et toujours cordialement d'ailleurs. On s'envoyait nos livres respectifs. Bon, il y a on est hors du sujet de Crépol. Franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais selon moi, Rochdy prend une direction aujourd'hui. Si, il prend une direction qui est crypto-gauchiste sur la question économique, sur la question, on va dire, de la critique de la modernité, de la technologie. Je pense qu'il fait fausse route. Et comme c'est quelqu'un de charismatique, il emmène beaucoup de gens avec lui sur cette fausse route. C'est pour ça que je l'ai critiqué. Mais je veux dire, attendez, je reviens à mon histoire de degré de nature. Je veux dire, je préfère 1 million de fois Julien Rochdy que Louis Boyard. Enfin, non, mais évidemment, mais après, j'ai jamais consacré une vidéo contre Louis Boyard. Mais Louis Boyard est un ennemi absolu. Enfin, d'accord, Rochdy, ça se trouve, il vient chez moi là, on dînerait. Ouais, mais je crois que vous avez dit, qu'il vous avez bloqué. Donc du coup, si vous avez bloqué, là, entre vous, c'est mort. Là, il m'a bloqué. Alors comment je pouvais faire autrement que communiquer en public mon désaccord avec lui? Après, c'est aussi le spectacle. Voilà, les gens, il faut pas se mentir. Les gens regardent des vidéos sur Internet. Moi, je comprends pas que. D'ailleurs, moi, je comprends pas que les gens bloquent. Ça montre une forme de faiblesse. Moi, j'ai jamais insulté. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens de gauchistes qui m'insultent pour le coup, et je les bloque pas parce que bon, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de m'insulter, rien à foutre en réalité. Et voilà, je comprends pas. Putain, on est devenu quand même un camp de fragiles. Putain, pourquoi ils bloquent? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je bloque. Conversano, il est pas, il m'a dit, il s'est mis torse nu. Enfin bref, bon, ça. Alors là où je vous rejoins, c'est que beaucoup de personnes qui se considèrent comme des intellectuels ou des leaders d'opinion refuse les débats. Pardon, mais un leader d'opinion n'a que ça à faire c'est exactement ce qu'on attend d'un leader d'opinion. Et pourquoi ces clashs aussi arrivent, qui, je le répète, sont pas si graves que ça en réalité. Hein. Ça m'est arrivé de me clasher avec des personnes et 2 ans après, on est à nouveau amis. C'est pas du tout un problème. Mais il y a des clashs parce qu'il y a des non-dits, parce que ces gens refusent de débattre. Voilà. Pourquoi c'est l'aboutissement de quoi, ce clash de Rochdy? C'est que ça fait 5-6 ans qu'on discute en privé et que jamais, en fait, il n'a accepté qu'on fasse un échange en direct sur des questions de fond. Et voilà. Alors que Mike, quand on n'est pas d'accord, on fait une vidéo tous les deux et on s'écharpe devant tout le monde. Voilà. Et je vous amène même à Radio Courtoisie, vous avez vu, hein? Voilà. Mais avec courtoisie, toujours avec courtoisie. Avec courtoisie, évidemment. Alors, votre invité critique les vieux pour le vote Macron. Ensuite, il les caresse dans le sens du poil. Mais enfin, il vient de nous dire qu'il était radical jeune. Il a fallu qu'il devienne père pour changer de ligne. Je rêve. Eh bien, les vieux ont compris cela depuis longtemps et puis accuser les vieux d'avoir mal voté. Fastoche. Il accuse l'autre, le vieux. On parle des vieux cons. J'en ai autant à dire pour certains jeunes. Nous, les vieux, avons beaucoup travaillé pour vous élever dans le confort qui nuit à votre réflexion. Beaucoup de morts car nous nous sommes battus pour être libres en France. C'est raté. Zemmour ne fera rien comme les autres. C'est l'Europe qui dirige la France. Il ne sait que monter les populations les unes contre les autres. Au fait, il ne parle jamais des 2,5 millions immigrés qui entrent en Europe tous les ans. Zemmour ne parle que des 300 000 par an qui entrent en France. Zemmour est égal pipeau. Désolé. Voilà. Très intéressant. Alors, je déduis de ce commentaire que notre auditeur est abstentionniste. Alors, chacun jugera de l'utilité de l'abstentionnisme au moment des élections. Pour moi, s'abstenir, en fait, c'est voter Macron. Bien sûr, parce que ça donc le pouvoir ne change pas la main. On peut pas savoir si les choses peuvent évoluer. Maintenant, il y a des points avec lesquels je suis en accord avec cette personne. La première, c'est que oui, les générations précédentes travaillaient davantage. C'est vrai. Il y a du chômage volontaire qu'il n'y avait pas avant.
La société aussi le permet à travers les aides sociales. Voilà, c'est pour ça que je souhaiterais qu'il y ait des limitations des aides sociales. Bon, le couplet sur la guerre, notre auditeur veut nous faire croire peut-être qu'il est né en 1925 et qu'il a été résistant. Aujourd'hui, on est quand même en 2023. Le nombre de gens qui ont vraiment fait la guerre, qui sont en train, alors peut-être qu'ils parlent de la guerre d'Algérie, je ne sais pas. Mais bon, les jeunes générations ont des défauts. Un manque de culture, ils ne savent pas écrire, c'est clair. Il y a une flemme. Pour moi, c'est vraiment même chez les Blancs. le cancer. Oui, même chez les Blancs, mais largement. Surtout chez les Blancs, je dirais. Il y a une fainéantise qui est aussi liée à une éducation des parents qui est trop laxiste. Les parents qui sont nés dans les années 70-80 donnent une très mauvaise éducation. Vous êtes devenu un conservateur, là. Je vous connaissais pas comme ça. Vous êtes un conservateur, en réalité. Un libéral conservateur. Vous êtes devenu Hervé Mariton. Mais sur les valeurs familiales, je pense que je l'ai toujours été. Voilà, donc non, clairement, les jeunes générations sont pas un cadeau pour la France. Maintenant, je suis navré de dire que les sondages et statistiques, ça existe. Qui a voté pour le Rassemblement national? Les actifs. Et quelles sont les personnes, les types de populations qui ont mal voté en France? C'est beaucoup de jeunes entre 18 et 25 ans qui ont voté Mélenchon comme des abrutis. Et je parle de jeunes français. Je parle même pas des Maghrébins qui votent parce que Mélenchon les soutient. Et il y a aussi les plus de 65 ans, voilà, qui votent majoritairement au second tour pour Macron. Il nous reste 10 minutes. Alors attendez, cher Daniel, il nous reste 10 minutes et je voudrais poser un maximum de questions, donc on va être un peu plus bref. Voilà. Ça marche. Si F de Souche riposte, il sera considéré comme terroriste. Les Français qui ont réagi, les Français qui ont réagi à la mort de Thomas, pour eux, tout droit en prison est mis dans des cellules où il y a des populations extra-européennes. Je les plains. Oui, parce que là, on est en radio, c'est pas YouTube, donc il faut. Je donne la. Non, mais tu vois. Voilà. Allez-y. Vous avez raison de me recadrer. Ben là, j'ai un autre à ajouter, je suis d'accord avec ce commentaire, mais quand il y a un acte de revanche ou de vengeance qui est commis, les gens qui font ça ne se posent pas la question des conséquences pour eux. Donc oui, c'est comme ça. Un petit doute sur le fait que des personnes qui on va dire sont vues comme des nationalistes sont mis en prison volontairement avec des Maghrébins. Non, j'en connais certains. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Oui, la prison, voilà. La prison, c'est là où il y a c'est le seul endroit en France où il y a les fameuses statistiques ethniques et où en gros, quand on met les gens ethniquement. Voilà, on les met ethniquement. Quand vous êtes un blanc nationaliste et que vous êtes en danger de mort, en général, ce qui se passe, c'est qu'en prison, vous êtes mis à l'isolement. Alors, les accidents peuvent arriver, mais je nie le fait qu'il y ait une volonté de mettre en prison les blancs nationalistes avec des noms blancs. Question, voilà. Cette émission avec Daniel Conversano est très intéressante. Merci de l'avoir invité. Mais oui, on invite Daniel Conversano et il viendra même physiquement au printemps. Voilà, ici, en Gage. Il est intéressant de voter Reconquête aux européennes. C'est une élection où le mode de scrutin permet d'avoir des élus sans être largement en tête. C'est l'élection par excellence où il faut voter pour ses convictions. Donc oui, tout à fait d'accord. Rien d'autre à ajouter que ça. Bonjour à tous. La Drôme où se trouve Crépol a élu une députée vert. C'est vrai, Marine Pochon. Il ne faut pas alors s'étonner. La députée écolo était gênée aux entournures pour traiter sur BFM TV de la sanglante affaire face à Marion Maréchal. Mais un symbole m'a frappé. Derrière la députée en direct depuis le hall de l'Assemblée, on voyait une statue de Laocoon, ou Laocoon, je ne sais pas comprendre, sur son socle. Laocoon est ce prêtre troyen lanceur d'alerte avant la lettre qui essaie d'avertir au danger du cheval de Troie et qu'un serpent marin envoyé par les dieux enserre dans ses spires avec ses malheureux fils, tout comme le système qui étouffe quiconque avertit ses concitoyens de danger qui les menace. Ironie tragique que cette statue dans le hall de l'Assemblée. Mais belle émission, merci. Bon, pas besoin de répondre. Oui, mais un message amical à la mère de Romans, à la mère de Romans-sur-Isère, qui elle a pris des risques pour tenir sa position, qui a été menacée de mort. Donc qui elle, je crois, est d'hiver droite, j'ai l'impression. Oui. Auditeur, pendant 40 ans, les Français ont ostracisé le seul homme politique qui s'oppose à l'immigration. Les Français ne veulent-ils pas se suicider? Tiens. On pouvait dire ça il y a 30 ou 40 ans, mais aujourd'hui la dynamique électorale change en profondeur. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'auto-apitoiement. Il faut arrêter de se dire, en fait, on est mauvais, les Français sont pourris. Si on pense ça, c'est on va droit vers le désengagement militant, vers l'abstentionnisme. C'est vrai que
la proposition Jean-Marie Le Pen a été faite des 7, 8, 9 fois. Ensuite, avec Marine, il est temps de changer les choses. On peut regretter que Jean-Marie Le Pen soit pas devenu président en 95, mais bon, ça n'a pas eu lieu, on va pas refaire l'histoire. En 2002. En 2002, oui, non, mais je voulais dire que, en fait, dès les années 80-90, faut bien comprendre quelque chose, c'est que même en 1990, il y avait déjà trop d'immigration dans certains coins de Lyon, Marseille, Paris. Je vis dans un pays où il y a moins d'immigration qu'en France en 1970. Il n'y a pas de quartier, il y a pas de quartier l'équivalent, vous savez, de la Goutte d'Or, Barbès. Il n'y a pas de quartier comme ça en Roumanie. Mais justement, voilà. Vous qui êtes en Roumanie, est-ce que les médias roumains ont parlé de cette affaire Crépol et qu'est-ce qu'ils en ont dit, s'ils en ont parlé? Alors, un petit peu. Mais la Roumanie, c'est vraiment un pays où alors il y a d'autres problèmes de corruption ou autres, mais il y a très peu d'insécurité et donc à part quand c'est vraiment un attentat d'ampleur comme le Bataclan, ça ne fait pas les gros titres. Oui, mais justement, la Roumanie, c'est un pays francophile. J'imagine que vous connaissez des Roumains qui sont parfois venus en France. Qu'est-ce que eux vous disent de la France? C'est très intéressant, Mike. Je vous remercie de me poser cette question. Contrairement aux expatriés français, ça pareil, c'est des statistiques. Les expatriés français votent Macron. Alors, ils vivent, ils vivent à New York, ils vivent à Londres, ils vivent à Prague, ils votent Macron depuis leur asile. Alors que les expatriés roumains, qui pour des raisons de travail vivent en Italie, en France, en Allemagne, qui sont des pays assez sinistrés par l'immigration de masse non européenne, qu'est-ce qui se passe? Pour qui ils votent en Roumanie? Moi, je vais vous le dire. Ils votent pour le parti de droite nationale roumaine. Voilà. Donc, c'est clair. Ces gens-là votent massivement pour AUR, qui est l'équivalent, on va dire, du RN, même plus, plutôt de Reconquête, en Roumanie. Et ce parti qui avait très peu d'existence, déjà tout court, il y a 10 ans, et qui faisait des scores, on va dire, honorables, mais pas terribles, il y a 5-6 ans, aujourd'hui est à 20% d'intention de vote. Donc, c'est le deuxième parti dans la perspective des législatives roumaines, je crois, qui arrive bientôt. Voilà ce qu'ils pensent. Ah oui, tiens, auditeur. Comment faire confiance à une droite nationale pro-européenne et pro-OTAN, Le RN ne soutient ni la sortie de l'Union européenne, ni celle de l'OTAN. Pour quand l'invitation de M. Soral, le bourgeois, le controverse? Il nous reste 5 minutes. Merci, chère Virginie, de nous le dire. Soral, pourquoi pas, mais il pourra pas venir en plateau s'il vient en France. Je crois il sera en prison. Donc pourquoi pas, sachant qu'en plus j'ai déjà interviewé Soral chez le capitaine Julien Brunet. Donc du coup, je vais essayer de répondre rapidement parce que ça pourrait faire l'objet. Oui, pardon. Allez-y. D'une émission entière parce qu'on peut pas résumer ça en 5 minutes, mais. Le point de vue de l'auditeur part du principe que aucun changement n'est possible en restant dans l'Union européenne et en étant membre de l'OTAN. Je vois pas d'ailleurs le rapport entre la politique intérieure et l'OTAN, les gens confondent tout. Mais bien sûr que des pays qui font partie de l'Union européenne ont pu mener des politiques dures sur l'immigration. Tout nous le prouve. La Pologne jusqu'à maintenant, la Hongrie. La Finlande, le Danemark, la Suède. C'est juste qu'il faut un peu regarder ce qui se passe à l'étranger pour voir que l'Union européenne n'est pas une prison. Et je dirais même plus. La France a une énorme influence sur l'Union européenne. Les gens voient les choses à l'envers. Ils pensent que l'Union européenne empêche la France d'exister en tant que France et de faire ce qu'elle veut. Mais c'est le contraire. Ce sont des nations qui actuellement ont des pouvoirs gauchistes comme l'Allemagne et la France qui plombent l'Union européenne. C'est exactement le contraire. Mais j'en veux pas à l'internaute. Très bien. Les choses mal. Il nous reste 3 minutes. J'ai plein de... Bon, allez. Tiens, pourquoi M. Borowski sont-ils obligés de parler aussi un aussi mauvais français émaillé de mots franglais, alors que Courtoisie est la radio de la francophonie? Je regrette presque de Lesquin, un honnête homme et droit. Merci, monsieur. Merci, cher monsieur. Je ferai des efforts la prochaine fois. Oui, c'est comme ça. Comme je suis étranger, voilà. Ça m'arrive. Je suis désolé, cher monsieur ou chère madame, peut-être. Dernière question. Et malheureusement, je suis vraiment désolé. Je ne peux pas poser toutes les questions parce que on va rendre l'antenne dans 2 minutes et après, je demanderai à Daniel quelle est son actualité. Conversano accepterait-il l'étiquette d'identitaire européen? Oui, non. Oui. Voilà, identitaire européen. Voilà, je suis désolé, encore plein de questions, je ne peux pas les poser. Voilà, je vais demander du rab pour la prochaine fois. Cher Daniel, quelle est votre actualité? Où peut-on vous suivre? Comment vous suivre? Et avez-vous peut-être des projets de bouquins bientôt? Alors très rapidement, merci pour cette invitation. J'ai adoré cette émission. D'ailleurs, le rythme
qui a été super. Je pense que les auditeurs ont apprécié aussi. Une idée que j'ai, c'est les questions auxquelles j'ai pas répondu. Éventuellement, Mike, vous pouvez me les envoyer. Il y a tout ça de questions. De manière... Voilà. Ouais, mais vous pouvez me les envoyer et moi j'y répondrai sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça peut être sympa. On peut faire ça. Si ça vous dérange pas, vous prenez en photo les questions ou je ne sais comment. Vous me les faites parvenir et on peut essayer de faire ça. Bon, Alors, j'ai posé retrouver... 80% des questions. Bon, très bien. Les gens peuvent me retrouver sur YouTube. Vous tapez Daniel Guarsano. Il y a un logo DC qui ressemble un peu au logo de bande dessinée DC Comics d'ailleurs. Voilà, c'est ma chaîne YouTube. J'ai presque 30 000 abonnés. Je suis aussi beaucoup sur Telegram pour ceux qui utilisent ce réseau. Un réseau alternatif, mais où il y a beaucoup de monde. Donc, l'adresse pour me rejoindre, c'est t.me/Daniel Conversano, tout attaché. Ça s'écrit comme ça s'entend, CONVERSANO. Mon actualité, c'est des sorties de livres. Alors, c'est pas de livres que j'ai écrits, c'est des livres que j'édite. Je me suis mis en tête d'éditer des livres, de traduire des livres de l'anglais vers le français. Ce sont des livres écrits par des nationalistes américains et aussi des gens qui travaillent la question de la génétique. Je vais sortir un bouquin d'Edward Dutton et un autre de Richard Lynn, les mémoires de Richard Lynn. Donc ça, c'est mon actualité vraiment brûlante dans les 2 prochains mois. C'est ça que je vais faire. Et puis, bien sûr, des vidéos très régulièrement. Voilà. Merci à vous, cher Daniel, pour cette excellente émission. Merci à vous, chère Virginie. Merci à Patrice, qui était au standard. Et je salue tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Et bien sûr, ceux qui ont posé ces merveilleuses questions. Merci à vous. Et au prochain live, à samedi prochain. Même endroit, même heure. Salut, ciao. Vous venez d'entendre Les Controverses, dirigées par Mike Borowski, diffusées en direct sur Radio Courtoisie samedi 2 décembre 2023 de 10h30 à midi et réalisées par Virginie.